Et bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, on continue le bilan des films de l'année 2023, mais cette fois-ci avec le top, dont d'ailleurs j'ai fait un classement de 10 films, enfin 12, vous verrez, j'ai triché, contrairement à la précédente vidéo d'ailleurs qui j'espère vous aura plu, comme celle-ci. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires, hein. N'hésitez pas à me faire part de votre classement à vous aussi, hein, que ce soit un top 3, un top 5, un top 10, si vous êtes d'accord ou non avec moi dans mon classement. Si on a d'ailleurs des films en commun à la même position, n'hésitez pas à le faire dans l'espace des commentaires. Likez, partagez et abonnez-vous, je vous en remercie. Avant de rentrer dans ce top 10, il y a un film qui a fini aux portes du top 10, qui a même fini dans les flops. Je m'en suis expliqué d'ailleurs dans la présente vidéo, donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous ne l'avez pas vu. C'est le film Oppenheimer qui pour moi se casse la gueule dans sa dernière heure. Mais par contre, ces deux premières, je les trouve très très bonnes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis au film 4 sur 5. Il n'empêche que la dernière heure est trop faiblarde et vient casser malheureusement ces deux premières heures. Mais j'ai été scotché à mon siège pendant 2 heures, notamment par la montée en puissance de cette bombe atomique qui est fabriquée et qui va péter. Et là, vraiment, j'étais vraiment angoissé dans mon fauteuil. Voilà, j'ai trouvé que en termes d'acting, en termes d'enjeu, en termes de réalisation, de musique, d'effets sonores, il y avait une espèce de montée en puissance jusqu'à ce que la bombe pète, et ce qui fait que le spectateur était complètement angoissé. Enfin, en tout cas, moi, en tant que spectateur, j'étais vraiment scotché à mon siège et j'ai trouvé ça très très fort. Donc, voilà, Oppenheimer finit aux portes du top 10, même il finit dans le flop d'ailleurs, à cause de cette dernière heure, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, c'est plus une déception qu'un mauvais film, hein, vous l'aurez compris, ce n'est absolument pas un mauvais film. Et du coup, c'est parti pour ce top 10, et j'ai un petit peu triché, vous verrez, pour la 10e position et la 5e, et pour la 10e position, il y a deux films, il y a Aquaman et Le Royaume Perdu, réalisé par James Wan, et Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, réalisé par James Mangold, deux films d'ailleurs d'action-aventure, de suite aussi, hein, le 5e pour le dernier, et pour le premier, le deuxième opus. Alors pourquoi j'ai décidé de mettre Aquaman dans ce classement? Parce que j'ai adoré, tout simplement, j'ai trouvé que c'était vraiment de l'action et de l'aventure pure, ça ne s'arrête absolument jamais. Alors certes, malheureusement, ce n'est pas très beau, hein. Vous connaissez mon amour d'ailleurs pour James Wan, qui je trouve maintenant a prouvé qu'il maîtrisait autant l'action-aventure que le film d'horreur, hein. Au bout de 3 films, il a quand même fait Fast and Furious 7, on va dire que c'est pas le plus dégueu, c'est même peut-être le dernier bon Fast and Furious. On a ensuite le Aquaman 1, mais alors là, il était généreux dans tout ce qu'il mettait, hein. Il y avait énormément de références au niveau des films, je trouvais. D'ailleurs, il y avait une référence un petit peu Indiana Jones au moment du désert, il y avait la bataille de fin qui faisait référence au Seigneur des Anneaux, enfin, voilà, il y avait énormément de références. Là, évidemment, je trouve que le deuxième opus est un petit peu en dessous. Il vient aussi clôturer le DCU, DCU qui aura été dans sa globalité malheureusement décevante. Et d'ailleurs, je me demande si Warner a pas un petit peu saboté les derniers films, étant donné la qualité des CGI. Parce que, alors oui, je le mets dans mon top parce que, comme je disais, pour moi, j'ai passé vraiment 2 bonnes heures. C'était très bourrin, c'était marrant, voilà, c'était marrant, ça passait très très vite. Je me suis vraiment amusé. Mais par contre, c'est vrai que le film visuellement est dégueulasse. Quand vous regardez Avatar 2 juste après, ça pique les yeux, hein, quand on se dit que ça se passe une grosse partie du film sous l'eau. Et d'ailleurs, la petite déception aussi, c'est que James Wan, là, contrairement au premier film où il mettait la scène dans la fosse abyssale, là il n'y a pas de scène d'horreur, et là aussi j'ai été un petit peu déçu pour le coup, mais sinon j'ai trouvé que le film allait à 200 000 à l'heure, donc c'est pour ça que je le mets dans mon top 10 tout simplement. Et il est à égalité avec Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, film que je ne pouvais pas non plus enlever, étant donné que, alors lui pour le coup, j'ai trouvé qu'il était un petit peu plus lent, un petit peu plus rotondant que par exemple Aquaman. Voilà, il y avait un faux rythme, malheureusement. Il y a trop de courses-poursuites, je trouve. Il y a une première course-poursuite qui est plutôt sympa, une deuxième, il y a beaucoup trop de courses-poursuites. Ils s'en sortent aussi un peu trop souvent de la même manière par le biais de cet enfant, d'ailleurs dont j'ai déjà oublié le nom,
où ils veulent faire un espèce de 2001 bis, mais ça ne marche pas vraiment, et il est un peu trop le MacGuffin du film, trop souvent où il vient délivrer nos personnages. Après, moi, j'ai trouvé que c'était culotté de nous faire voyager dans le temps. Déjà, le rajeunissement de Harrison Ford est très bon et introduit très bien d'ailleurs le méchant, le personnage de Mads Mikkelsen. Franchement, je l'ai trouvé vraiment sympa. Et il y a aussi toute la partie finale où il retourne dans le passé, hein, et il se retrouve des années après. Ça, c'était plutôt culotté, je trouve, et j'ai franchement bien aimé. Par contre, maintenant, je pense que Indiana Jones devrait être clôturé, et surtout pourquoi il est dans ce top, c'est parce qu'il m'a fait quand même, malgré tout, verser ma larme. Et c'est le seul film de cette année qui m'a fait verser ma larme. Franchement, il m'a ému, ce film, par le biais de la scène entre Indy et Marion, bien sûr. J'ai trouvé qu'elle marchait vraiment très très bien, et qu'elle clôturait à merveille la saga Indiana Jones. Donc voilà. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup plus aimé d'ailleurs ce film de James Mangold que son précédent Indiana Jones 4 de Steven Spielberg, hein. Franchement, je trouve bien au-dessus du quatrième opus, donc voilà, je me suis beaucoup plus amusé, et puis voilà, j'ai été ému aux larmes, donc si le film ému, c'est que en partie, il a réussi un certain pari, donc voilà. Vous l'aurez compris, deux films d'action-aventure que j'ai fortement appréciés, voilà, pour différentes raisons, mais en tout cas, qui ont fonctionné sur moi. Aquaman et le Royaume perdu, et Indiana Jones et le Cadran de la Disney se retrouvent à la 10e position. Barbie présente les poupées Pop Reveal série Free. Tu vas pas encore... Pour la 9e position, c'est le film Barbie. Et oui, le Barbie Oppenheimer, hein. D'ailleurs, ils auraient pu se retrouver éventuellement à cette même place. C'est vrai que j'aurais pu faire ce choix-là aussi. Mais non, j'ai choisi de mettre Barbie seul à cette 9e position. D'ailleurs, qui a dégringolé, mine de rien, dans mon classement, parce qu'à la base, il était beaucoup plus haut que ça. Et plus j'ai repensé au film, plus il a reculé dans le classement. Malgré tout, il s'y retrouve. C'est un film que j'ai énormément apprécié à sa sortie, qui est réalisé par Greta Gerwig, si je prononce bien, qui a réalisé Lady Bird avant et Les filles du Docteur March. Et autant vous le dire tout de suite, c'est le film de cette réalisatrice que j'apprécie le plus, qui est avec évidemment dans le rôle de Barbie Margot Robbie, et dans le rôle de Ken l'excellent Ryan Gosling, hein. D'ailleurs, ils sont tous les deux excellents, hein. Ce sont ils font partie de mes acteurs préférés, et ils font une prestation les deux, je trouve, aux petits oignons. Mais surtout, je trouve le scénario très très bien écrit de la part de Greta Gerwig. Elle aurait pu aller que dans un sens, et ça aurait pu très vite me gaver, mais non, elle apporte de la nuance, notamment grâce au personnage de Ken, où il va se retrouver privé de tout, pour montrer un petit peu ce que eux, les femmes, subissent, et pour montrer aussi que si on inverse entièrement la tendance, ça ne marcherait pas non plus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut tout simplement l'égalité entre les hommes et les femmes, et je trouve que le message passe très très bien et marche très très bien. Donc pour ça, c'est plutôt cool. Il y a une part aussi de cynisme dans le film par le biais du personnage de Will Ferrell, mine de rien, hein, qui est le directeur de Mattel, et c'est vrai que c'est un petit peu cynique tout ça. C'est drôle aussi, c'est vraiment drôle, je trouve, et j'adore tous ces décors fake, hein, qui sont rose bonbon. Je trouve que ça marche très très bien, franchement j'adore. Et puis encore une fois, la prestation de Margot Robbie est vraiment excellente, notamment par moments quand elle se déplace comme une Barbie, mais elle le fait extrêmement bien, je trouve. Franchement, c'est vraiment top. Il y a des petits guests à droite à gauche, notamment John Cena, hein, qui fait le Ken Sirène, qui est là une grosse référence que j'adore. Franchement, j'ai vraiment rigolé à ce moment-là. Donc voilà, c'est un film drôle. Un film qui a un message important à faire passer, mine de rien, qui marche plutôt bien, qui est un petit peu cynique malgré tout par moment, voilà. Mais je me suis éclaté. Il y a une scène qui est excellente avec tout le passage dans les bureaux justement de Mattel, en mode Scooby-Doo, hein, une grosse référence à Scooby-Doo quand ils se poursuivent. Enfin voilà, j'ai passé un vraiment bon moment. En plus, je l'ai vu en avant-première où tout le monde était habillé en rose, tout ça. Enfin voilà, tout le monde a joué le jeu. Donc franchement, non, c'était vraiment un très très bon événement. Et c'est vrai que j'ai hâte de le redécouvrir pour me faire un nouvel avis, peut-être un petit peu plus poussé. Et voilà. Mais en tout cas, il est dans le top. Il finit 9e, une place amplement méritée pour le Barbie de Greta Gerwig. Pour la 8e position, j'ai fortement hésité à mettre ce film, non pas parce qu'il ne mérite pas, parce que pour moi il mérite amplement d'être dans ce top, mais plus
pour la polémique qui est en train d'être fait, enfin c'est même plus une polémique puisque ça s'avère être vrai, il a été jugé coupable, Jonathan Majors. Je parle bien sûr du film Creed 3, où d'ailleurs il campe le rôle du méchant à merveille. Du coup faut dire ce qui est, hein, c'est un véritable connard, donc il le fait très bien et il le prouve, hein. De toute façon il le faisait très bien aussi dans Loki, le peu qu'on a vu, et dans Ant-Man et la Guêpe. Donc voilà, je trouve que il porte ce rôle à merveille. Mais surtout, je voulais parler de Michael B. Jordan, que j'adore énormément, qui là continue de jouer Creed à merveille, et surtout il passe pour la première fois derrière la caméra. D'ailleurs ça rappelle un petit peu le parcours de Stallone, hein, qui va tout faire de A à Z pour le premier Rocky. C'est assez sympa, je trouve que l'acteur principal se retrouve derrière la caméra d'un des Creed. En tout cas, franchement, c'est plutôt cool. Et surtout, je trouve qu'il a de très bonnes idées de réalisation. Tout n'est pas parfait, certes, mais j'ai vraiment adoré, par exemple, sa vision des choses pour le dernier combat. C'est quelque chose déjà qu'on n'avait jamais vu, et c'est dur de se renouveler après je sais pas combien d'épisodes de la saga Rocky, hein. Au total, il doit y en avoir bien 9 ou 10, enfin je sais plus à combien on en est, mais il y en a beaucoup en tout cas. Et c'est vrai d'apporter un petit peu de nouveauté, je trouve ça assez cool, et j'ai vraiment bien aimé. On quitte complètement le public, l'arène, et on se retrouve dans quelque chose de imagé et de vachement cool, avec un côté le gars qui a grandi en prison, de l'autre le mur des baraques et tout. Enfin, c'est vachement bien fait. Donc voilà, franchement en termes de réel, c'est plutôt cool en plus. Et je trouve qu'il y a une montée en puissance pour ce combat final, avec une BO d'ailleurs assez cool aussi, hein, de ce côté-là. Et vraiment, on a envie qu'ils se mettent sous la gueule. Et voilà, la fin est d'ailleurs un petit peu nuancée, un petit peu sympathique. Il y a juste mon seul regret, c'est le retrait de Tessa Thompson, qui est un petit peu en retrait, je trouve, dans ce film, hein. Donc Bianca Creed, hein, la femme de Creed, je trouve qu'elle est un petit peu en retrait par rapport peut-être aux deux précédents opus, mais je trouve par exemple le méchant, donc campé par Jonathan Majors, bien plus important et emblématique que dans le deuxième opus, où je trouvais le méchant un petit peu moins important que celui-ci. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce film de Michael B. Jordan, et j'espère qu'il va continuer autant derrière la caméra que devant, hein, parce que de toute façon c'est un putain d'acteur, faut le dire. Je le trouve excellent. C'est peut-être l'un des meilleurs d'ailleurs en ce moment, je trouve, à Hollywood en tout cas. Et voilà, donc j'ai adoré Creed, vous l'aurez compris. Et pour cette 7e position, je vais vous parler d'un film japonais qui est réalisé par Takashi Yamazaki, qui est sorti seulement chez nous pendant 2 jours et qui ressort le 17 janvier pour une semaine, dont je vous invite fortement à aller voir. Je parle bien sûr de Godzilla Minus One, nos kaiju préférés, qui vient directement du Japon. Et quelle claque, hein. D'ailleurs, il met une grosse claque pour moi au blockbuster américain, hein. Franchement, les Américains devraient en prendre de la graine, avec très peu de budget, enfin en tout cas par rapport au budget américain. Il nous sort un film franchement de grande qualité, je trouve, ne serait-ce que par certaines batailles face à Godzilla, notamment tout le côté marin. Je trouve que c'est incroyable, la scène du bateau où ils se font poursuivre par Godzilla, où ils vont lui tirer dessus, mais elle est dantesque. La musique est incroyable, bien sûr, ça reprend le thème original de 1954, et ça donne des scènes complètement épiques. La manière dont est filmé Godzilla, là encore, où on nous le montre de manière gigantesque. Alors évidemment, là aussi, le choix du réalisateur ou du scénariste de placer l'action juste après la Seconde Guerre mondiale, je trouve ça très très cool aussi, mais vraiment directement après, quoi. C'est vachement cool, avec ce Japon qui s'est fait détruire et qui se fait reconstruire. D'ailleurs, il y a énormément évidemment de similitudes avec le Godzilla de 1954, notamment tout sur le côté de la bombe atomique, hein, et des conséquences qu'a eu la bombe atomique directement sur le Japon, mais aussi avec le deuxième opus qui est sorti en 1956, notamment avec tous ces fights aériens qui me le rappellent amplement, qui est d'ailleurs beaucoup moins aimé que le premier, mais que j'aime pas mal, moi, ce deuxième opus, je l'apprécie énormément. Donc voilà, il y a quand même énormément de rappels. Je trouve que les personnages principaux jouent très très bien, notamment la relation qu'a
le personnage principal avec cette femme qui rencontre où ils vont élever malgré eux cet enfant et ils vont finir par se marier dans ce Japon détruit qu'ils vont tenter de reconstruire petit à petit. Je trouve que ça marche très très bien de ce côté-là. Malgré tout, il y a quand même quelques petites longueurs. Je trouve qu'on aurait pu supprimer certaines scènes. La scène qui est fortement intéressante, c'est évidemment quand Godzilla envahit la ville et la détruit. Ça nous rappelle déjà dans un premier temps potentiellement ce qu'a pu être la bombe atomique. En tout cas, ça peut le rappeler aux Japonais qui l'ont vécu sur leur territoire, évidemment. Je trouve que ça marche très très bien et quand il fait péter son laser bleu, mais alors c'est excellent. Et il faut le dire, le Godzilla fait vraiment peur, quoi. Il a une tête mais de tueur, quoi. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que on s'en sert pas pour dire oh là là, Godzilla c'est un gentil, il va nous aider à battre je ne sais pas quelle entité comme le font les Américains. Non, là c'est un méchant, c'est l'ennemi à abattre. Franchement, j'adore ce côté-là. Et j'espère qu'il y aura une suite. Normalement, il y en a une de prévue. Donc franchement, j'attends ça avec impatience. Comme je disais, le film dure 2 heures. Il y a quand même un petit passage un peu long qui traîne en longueur, un petit peu rotondant, mais sinon tout le reste c'est une vraie claque et j'ai été vraiment bluffé encore une fois par les scènes de fight entre les humains et Godzilla, que ce soit sur le bateau ou dans les airs. Je trouve que ça marche extrêmement bien et la BO est exceptionnelle, les acteurs sont bons, donc voilà, franchement foncez le voir si vous l'avez loupé. Je sais qu'il n'y a pas énormément non plus de personnes qui ont pu le voir, forcément il n'y avait pas beaucoup de séances, mais en tout cas il ressort le 17 janvier, donc foncez voir Godzilla Minus One. Et en 6ème position, c'est marrant puisque ça va être The Creator, le film de Gareth Edwards, le réalisateur qui a fait pour moi le meilleur Godzilla américain tout simplement. Par le fait qu'il filme le gigantisme d'une manière dont personne le fait, je trouve. D'ailleurs, j'aimerais bien ce mec sur un Pacific Rim, par exemple. Je trouve que ça pourrait être exceptionnel. Et donc, Gareth Edwards se trouve un petit budget plutôt sympa. Et là aussi, pour moi, il met une claque à tout le reste des blockbusters américains qui sont totalement dégueulasses en termes de CGI et tout ça pour le budget qu'ils ont, notamment d'ailleurs Aquaman dont je parle au début de cette vidéo. Honnêtement, franchement, c'est une claque, quoi. La photo est magnifique, il y a des plans mais géants, et puis c'est des plans, voilà, c'est des plans palpables, c'est pas des plans faits à l'ordi. Franchement, c'est magnifique. Et déjà Jonathan David Washington est très très bon, je trouve, et j'ai vraiment été happé par cette histoire. Le film a été boycotté un petit peu, n'a pas forcément marché et a des critiques en demi-teinte. Ça m'a rappelé d'ailleurs le projet de production qu'avait eu Mortal Engines avec Peter Jackson, donc produit par Peter Jackson, pardon, qui avait eu à peu près les mêmes critiques qu'un The Creator, qui avait marché qu'en demi-teinte malheureusement je dis bien, mais de toute façon le public, je ne sais pour quelle raison, n'est pas prêt à donner la chance à des projets originaux. C'est assez dommage parce que du coup il y en aura plus à un moment donné, ils vont plus se faire financer. Déjà que Gareth Edwards a un budget vraiment réduit, mais j'ai trouvé les plans exceptionnels, j'ai trouvé l'histoire vraiment bien. J'ai envie de me plonger et de découvrir encore plus de cet univers-là, justement, de ce futur. Donc franchement, j'ai adoré The Creator. J'adore la fin aussi. Généralement les gosses ça me fait chier dans les films, justement, et là je trouve que le personnage de la gosse, qui est d'ailleurs l'enjeu du film, est vraiment cool. Voilà, j'aime beaucoup son personnage, ce mystère qu'il y a autour de ce personnage. Donc je trouve que tout ça marche vachement bien, et voilà, j'ai adoré. Et puis Gareth Edwards, j'espère qu'il va continuer de faire des films comme ça, quoi, de grande qualité. Donc c'est pour ça que The Creator se retrouve à la 6ème position.
À la 5e position, il y a un ex-aequo parfait entre La Main et le film Vermine, deux films d'horreur qui sont pour moi les meilleurs de l'année. J'ai vu beaucoup de gens tweeter que le meilleur film de l'année était français. Et ben non, le meilleur film de l'année est français-australien. Voilà, tout simplement. Non mais ça se joue à pas grand-chose. Je trouve que ces deux films sont excellents et d'ailleurs qui se rejoignent sur beaucoup de points. Donc le premier est un film australien, comme je le disais, qui se nomme Talk to Me en VO, qui est réalisé par Danny Philippou et Michael Philippou, qui d'ailleurs à eux deux c'est leur premier film, et le second c'est Vermine, qui est réalisé par un réalisateur du coup français dont c'est son premier film aussi, Thomas Vanissek, d'ailleurs d'où je vous invite à aller voir ma critique évidemment. Et je trouve que ces deux films se rejoignent sur pas mal de points. Bah déjà premièrement évidemment ce sont des films d'horreur, voilà, des films de genre. Mais surtout, bah, les deux films ont un casting rafraîchissant. Hein, c'est pas des acteurs qu'on a l'habitude de voir. Alors oui, il y a Miranda Otto dans le film australien, l'actrice du Seigneur des Anneaux, mais hormis cette actrice-là, les autres ne sont pas forcément connus. Et pareil, il y a un ou deux acteurs connus dans le film Vermine, mais le reste du casting n'est pas forcément connu non plus, et je trouve que ça c'est vraiment cool, parce que en plus les acteurs sont bons, encore ils seraient mauvais, on s'en foutrait que ce soit rafraîchissant, mais en plus ils sont bons, donc franchement j'espère qu'on va les voir dans d'autres films, et ils ont aussi tous deux des sujets sociétals, je trouve. Le premier va nous parler de notre rapport à l'addiction, hein, à l'addiction, à la drogue, aux jeunes qui veulent absolument tout tester, hein, par le biais de cette nouvelle drogue qui est la nouvelle drogue des soirées, avec cette main où on va pouvoir voir des gens morts, qui va être extrêmement dangereux. Et dans l'autre film, alors il va énumérer pas mal de points je trouve, mais notamment le rapport qu'a la police avec les personnes de la cité, ou même en général la population qu'a du point de vue de l'extérieur la cité en général, hein. Voilà, il énumère pas que ce point-là, mais voilà, n'hésitez pas encore une fois à aller voir ma critique. Ces deux films qui sont extrêmement bien réalisés pour des premiers films aussi, qui ont des vrais moments de mise en scène qui sont vraiment excellentes je trouve. Donc voilà, franchement c'est vraiment des films que je m'attendais pas à voir, et qui sont vraiment très très bons, et que je vous invite à voir, mais vraiment avec grande attention, parce que voilà, le film de genre n'est pas encore mort, et même j'ai l'impression qu'il y a une espèce de renaissance, et là c'est vraiment excellent quoi. J'adore ces deux films, et tant mieux pour ces réalisateurs qui, j'espère, vont avoir de bons financements derrière, et vont pouvoir nous sortir des petits films de génie. Donc voilà, bravo à Vermine, bravo au film La Main. Voilà. It's me, Mario! En 4e position, nous avons un film d'animation avec Super Mario Bros des studios Illumination, studios que je trouve excellents, hein, qui n'ont pas fait beaucoup de flops, je trouve, pour ma part, réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic. J'ai eu la chance de le découvrir en VO, en drive-in en plus, à Los Angeles, donc ma séance évidemment était vraiment au top du top, on va pas se le cacher, mais je trouve que c'est surtout un excellent film d'animation, par le biais déjà justement de son animation, qui pour le coup est excellent, mais aussi par son scénario, parce que oui, il arrive à adapter Super Mario Bros, et ça il faut le faire quand même, parce que franchement on va pas se le cacher, les Mario, ce ne sont pas les jeux qui ont le plus de scénarios développés. Il y a beaucoup de gens qui critiquent le scénario du film, mais pour moi, justement, il va à l'essentiel sans jamais se perdre de son objectif, sans jamais aller à droite à gauche. En plus, il fait pas comme tous les autres films qui ont adapté des jeux vidéo, hein. Donc c'est-à-dire les Sonic, les Pokémon, tout ça, à vouloir absolument les ancrer dans notre monde réel, à les faire interagir avec des humains, alors que ça ne marche absolument pas. Bon, Pokémon peut-être un peu plus, mais pour moi ils veulent tous faire ça à chaque fois. Bob l'éponge, tout, à chaque fois qu'ils veulent adapter un truc d'animation ou un jeu vidéo, ils veulent absolument l'ancrer dans la réalité, faire en sorte que ce soit palpable. Voilà, la preuve, il n'y a pas besoin forcément de faire ça, il faut aller à l'essentiel. Oui, le scénario est très simpliste, mais il fonctionne à merveille, je trouve. C'est très très efficace, c'est référencé pendant tout le long, mais c'est pas non plus appuyé ou quoi que ce soit, c'est juste ancré dans le scénario. Par exemple, quand il y a la course de cartes, c'est comme ça, il y a à ce moment-là, il y a une course poursuite de cartes.
ça marche très très bien, je trouve, c'est excellent. Du coup, moi, j'ai eu la chance en plus de le voir en VO, je trouve que Chris Pratt fait très très bien le Mario pour le coup. D'ailleurs j'ai hâte de le découvrir en français franchement pour voir ce que ça donne, et surtout Jack Black est excellent. Putain, en ce moment je suis à fond d'ailleurs en plus sur cet acteur, je le trouve vraiment cool, Jack Black, et ouais il fait la voix de Bowser à merveille. La chanson d'ailleurs pour Peach est excellente, elle m'a fait mourir de rire. Donc voilà, encore une fois on est sur de la très bonne animation. Ça marche autant pour les adultes que pour les enfants, je trouve. C'est extrêmement bien référencé pour les fans des jeux vidéo, ou non d'ailleurs. Le scénario marche très très bien, les enjeux sont très très bons, et on a un vrai film d'aventure, encore une fois, d'action-aventure, mais qui passe à merveille, qui est drôle, et qui fait le taf, quoi. Et moi, je demande pas plus, pas moins. Les gens se plaignent, mais non, franchement, le film est très bien et marche à merveille. Donc voilà, franchement, chapeau à ces deux réalisateurs, et chapeau encore une fois au studio Illumination, qui pour le coup j'espère ne va pas non plus commencer à partir dans 10 000 suites, parce que alors là on connaît évidemment les studios, hein, une fois que ça marche on va poncer la licence jusqu'au bout, mais voilà, en tout cas j'ai trouvé ça assez incroyable, et franchement grosse claque. Donc voilà, hâte de le redécouvrir. Et puis il finit aux portes du podium, donc voilà, c'est assez bien pour Super Mario Bros. Et c'est parti, on rentre dans notre fameux top 3, et là encore un film d'animation, ça fait plaisir. Je pense que ça fait des années que ce n'est pas arrivé que deux films d'animation se retrouvent dans mon top, et en plus aussi haut dans le classement. Je vais parler bien sûr de Spider-Man Across the Spider-Verse, la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse, réalisé par Joaquim Dos Santos, Tom Powers et Justin Thompson, qui réussissent à faire l'exploit de faire un film encore mieux animé, qui était le premier film, qui était déjà en termes d'animation mais une grosse claque. Et là franchement, mais ils y vont dans tous les sens en termes d'idées d'animation, c'est vachement cool. En plus ils partent dans le multivers, et on sait à quel point le multivers c'est dangereux de l'utiliser, et c'est très casse-gueule, hein. On l'a vu avec le MCU, le DCU, tout le monde essaye d'utiliser ce fameux multivers, mais là ils le rendent très bien avec justement tous ces Spider-Man réunis à l'écran, mais ça rend une scène complètement dantesque, et waouh, j'étais scotché à mon écran. Je n'ai pas vu le film passer mais un seul instant. Encore une fois, on est dans de l'action, mais c'est incroyable le rythme qu'a le film. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'ils arrivent du coup à développer le personnage de Miles Morales. Voilà, donc on continue de développer, hein, on continue de prendre le temps de s'arrêter sur l'adolescent Miles Morales plutôt que le Spider-Man, notamment la relation qu'il a avec ses parents, notamment il est adolescent, donc ses relations amoureuses, tout ça. Je trouve que c'est fort intéressant et très bien de ce côté-là, et sans casser le rythme de l'histoire. C'est ça qui est dingue, ça continue à aller à 10 000 à l'heure, je trouve, et en même temps ça arrive à prendre son temps pour développer le personnage. Donc non franchement c'est génial. Et même d'ailleurs les personnages qui entourent Miles Morales, hein, voilà, on revoit Gwen, tout ça, qui d'ailleurs je trouve aussi est un personnage excellent dans le film. Donc voilà, et j'étais vraiment j'étais surpris quand j'ai vu que c'était en deux parties. Je ne savais absolument pas, je pense comme beaucoup d'entre nous on ne le savait pas, que le film allait être en deux parties. Et donc ouais, quand ça s'est arrêté, j'ai dit non, c'est pas possible, c'est pas possible, faut pas que ça s'arrête maintenant. Le méchant aussi est très cool, hein, le Spider-Man donc qui est Miguel. Voilà, tu sens vraiment qu'il a un gros potentiel de méchant, et ouais, il fait vachement flipper. Je trouve qu'il a vraiment une tête de tueur. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite, qui malheureusement n'arrive pas tout de suite. Mais voilà, comme Mario, en fait, il a quoi en plus de Mario? Pourquoi il est devant Mario? C'est surtout pour l'animation. Super Mario Bros, c'est super bien en termes d'animation, mais c'est vrai que Spider-Man Across the Spider-Verse, lui, il part vraiment dans tous les sens en faisant quelque chose
chose de vraiment quali. Donc bravo pour ça et j'ai hâte de découvrir la suite avec impatience. Je précise d'ailleurs que par contre je l'ai vu en VO lui aussi également, hein, pas en VF, puisque j'ai vu qu'ils avaient changé absolument toutes les voix, ils ont pris des guest stars et moi ça me gave un petit peu. Donc je sais pas si on perd un petit peu en qualité à cause de la VF, ce qui est pas impossible et ce qui serait malheureux quand même. Donc n'hésitez pas si jamais à le regarder en VO. Ce qui me gave parce que j'aime quand même énormément regarder les films d'animation en VF, puisque c'est pas si dérangeant que ça par rapport à un film real life. Voilà pour cette troisième position. En deuxième position, nous avons The Killer of the Flower Moon de Martin Scorsese, dont dès les premières minutes, je savais que ce film allait être totalement pour moi. J'ai adoré l'intro avec la tribu amérindienne qui va très vite évoluer avec ce geyser de pétrole, avec cette musique, mais totalement tendresse que j'ai adoré. Et puis directement l'évolution où on a compris qu'ils sont devenus riches grâce au geyser de pétrole. Puis après on va très vite rentrer dans le trailer où cette famille, cette tribu indienne, amérindienne va se faire décimer un à un. Et les acteurs aussi sont excellents, notamment Leonardo DiCaprio qui décidément aura vraiment tout joué, je trouve. Voilà, là il fait le rôle du benet et il le fait très très bien. Il est très énervant, franchement. T'as envie vraiment qu'il se fasse bouler. T'as ensuite évidemment le machiavélique Robert De Niro qui manipule très très bien DiCaprio et qui joue très très bien. Et surtout la femme de DiCaprio dans le film, donc Molly, qui est jouée par Lily Gladstone, qui j'espère va avoir l'Oscar de la meilleure actrice, je vous en supplie. Je la trouve merveilleuse dans ce film et j'ai envie qu'elle s'en sorte tout le long, quoi. J'étais happé vraiment par ses enjeux et j'avais vraiment envie que notre personnage principal s'en sorte, voilà, tout simplement. Et voilà. Et je trouve que la scène du début résume très bien la dynamique que va avoir le film, tout ça, enfin, de quoi ça va parler, etc. J'ai trouvé vraiment la scène d'intro très 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 intéressante et le suite du film tout aussi excellent. En plus, il y a un casting, il y a aussi Jesse Plemons. Enfin voilà, il y a vraiment toute une palette d'acteurs vraiment excellent. Donc voilà, j'ai vraiment adoré Killer of the Moon. D'ailleurs, on a eu cette chance de la voir au cinéma et tant mieux pour nous parce qu'à la base, je vous le rappelle que ça devait sortir sur Apple TV. Donc nous, on a eu cette chance-là. Je crois qu'il n'y a pas que nous, il y a eu d'autres pays aussi qui ont eu cette chance-là. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Alors j'espère qu'il sera distribué aussi en Blu-ray 4K. J'ai vraiment envie de l'avoir dans ma collection. Donc je prie pour une sortie quand même en support physique. Mais en tout cas, voilà, vraiment, heureusement qu'on l'a eu au cinéma. Et j'ai beaucoup préféré ce film à son précédent qui était c'était quoi, The Irishman déjà, voilà. Vous voyez, j'ai même oublié le titre où je trouvais que justement c'était bien destiné à une plateforme de streaming. Voilà, pour le coup, ça avait le niveau d'une plateforme de streaming. Donc voilà, non, franchement, j'ai adoré ce film-là. Franchement, j'ai adoré ce Martin Scorsese qui revient en force et n'empêche dès qu'il est avec DiCaprio, je trouve que c'est très très fort. Et puis alors en plus, si on a Robert De Niro en plus, franchement, c'est merveilleux. Donc voilà, j'ai vraiment adoré, vous l'aurez compris, The Killer of the Flower Moon. Et on va prier pour Gladstone qu'elle gagne l'Oscar de la meilleure actrice. Et la première position revient au premier film tout simplement que j'ai vu de l'année 2023, Babylone. Et oui, Babylone n'aura pas été déclassé du classement des top films 2023 pour ma part. Du début à la fin, il est resté mon coup de cœur. C'est un film que j'ai déjà vu 3 fois en Blu-ray 4K depuis le cinéma. Donc en tout, je l'ai vu 4 fois en l'espace de moins d'un an. Je suis complètement happé et captivé par ce film. De toute façon, dès qu'un film parle de cinéma et que c'est un réalisateur qui sait faire, comme notamment Once Upon a Time in Hollywood, que je trouve vraiment incroyable de Quentin Tarantino. Là voilà, franchement, Damien Chazelle m'a complètement happé. Déjà toute sa scène d'intro dans la baraque, la fête, tout ça, mais les musiques de son compositeur qui est Justin Waritz, si je prononce bien, franchement, il est incroyable son compositeur. Là encore une fois, Damien Chazelle s'entoure d'un casting vraiment incroyable. Margot Robbie, là aussi, j'aurais aimé d'ailleurs qu'elle ait l'Oscar de la meilleure actrice.
actrice. Bon, malheureusement, c'est raté. Ils ne l'ont même pas sélectionnée, mais pourtant, elle a des scènes mais incroyables, notamment quand elle fait pleurer une fois de chaque côté. Enfin, les scènes sont mais d'une beauté rare. Brad Pitt, bah, c'est son meilleur rôle au cinéma depuis fort longtemps, bah, peut-être avec Once Upon a Time in Hollywood, justement, en 2019. J'adore son rôle, il est vraiment incroyable, sa trajectoire de personnage, j'adore, c'est vraiment le personnage dont je préfère l'histoire, j'adore suivre son histoire. Il y a évidemment l'acteur principal qui est Diego Calva, dont je ne connaissais absolument pas cet acteur, je le trouve très bon aussi, voilà, il apporte une vraie sensibilité, hein, je trouve, à l'écran. On a aussi Tobey Maguire d'ailleurs qui fait une petite apparition qui est diabolique dans le film, vraiment, il fait vraiment flipper. Donc voilà, on a vraiment un gros casting, un excellent réalisateur. Il y a aussi la personnage de Lee Jun-Lee, hein, et voilà, j'adore comment, si vous voulez, comment le scénario est découpé, franchement j'adore. Il y a aussi Jovan Adepo, hein, qui va jouer ce Tom Priest, et j'adore comment le scénario est décousu, où on voit différents corps de métier justement, et comment leurs carrières vont tous basculer quand on va passer justement du muet au cinéma sonore. Et c'est assez bien foutu, je trouve, de la part d'Damien Chazelle, justement, d'avoir ne s'est pas forcément concentré que sur un seul perso, mais sur toute une palette de personnages différentes pour montrer leur trajectoire à tous, voir comment ils ont fini chacun dans le cinéma. Et voilà, j'adore, j'ai adoré ce film, franchement, c'est une vraie claque, et voilà, il n'a pas été détrôné de l'année, et c'est à juste titre. Voilà pour les tops de 2023, j'espère que ça vous aura plu, hein. J'espère que vous êtes d'accord avec mon top, hein. Est-ce qu'il y a des choix qui se rejoignent ou non? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, évidemment, à me dire votre top à vous, si vous êtes d'accord ou non avec moi. Les prochaines vidéos, il va y avoir mes attentes de 2024, évidemment. Il va y avoir aussi mon top 5 des films 2023, mais qui sont sortis avant 2023, hein. J'en ai vu énormément, et donc je vais choisir 5 films, et donc je sortirai une vidéo là-dessus. Voilà pour les prochaines vidéos de la chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner évidemment, commentez bien sûr encore une fois, et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.